Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Nous en sommes à la 43e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ismail Selan. Ismail Selan qui est le PDG de Advanced Biodesign, qui est une société qui est très connue, qui est une société lyonnaise, qui est effectivement sur une leucémie, un produit pour la leucémie aiguë myéloïde, si j'y arrive. C'est une société qui a levé très récemment, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est sur une levée de 9 millions d'euros, qui a levé à l'heure actuelle plus de 10 millions d'euros, qui va aller sur une quinzaine de millions, qui est en préparation d'un essai clinique pour lequel il y aura beaucoup plus d'argent à lever. Voilà. Et donc, cette société se trouve aujourd'hui en plein essor. Elle a été un peu perturbée par Covid-19, mais comme beaucoup de biotech, on peut dire, il n'y a pas la seule. Son actionnaire est Xeris, une très belle un beau fonds de venture capital. Voilà ce qu'on peut dire en présentation. Ismail, est-ce que on peut commencer? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de Advanced Biodesign et puis nous dire un peu où est-ce que vous en êtes de vos produits aujourd'hui? Ça, c'est intéressant. D'accord. Merci. D'abord, bonjour à tous et merci de me donner cette opportunité de parler de Advanced Biodesign et un peu de notre projet. Nous allons bien malgré la crise sanitaire le début de Advanced Biodesign, c'est depuis 2010 que nous avons fondé la société avec des associés qui sont toujours présents à mes côtés aujourd'hui, mes associés historiques. On a fondé ABD en 2010 et très vite nous avons repris une molécule dans le domaine anticancéreux. Et cette molécule a été développée durant les années 90 par l'Académie. Et je rends hommage aujourd'hui au professeur Gérard Couache qui a travaillé, qui était directeur de l'unité INSERM à Lyon et qui, lui, a travaillé avec son équipe durant les années 90 jusqu'à sa retraite en 2001 pour développer cet inhibiteur assez spécifique et assez redoutable. C'est un inhibiteur des enzymes ALDH, des aldéhydes déshydrogénases. Et on a vu, nous, que lui avait déjà fait le tour de pathway des aldéhydes déshydrogénases et de leur implication dans le cancer. Mais nous avons vu, nous, très vite qu'il y avait du potentiel à exploiter cette molécule dans le domaine de la thérapie anticancéreuse. Et très vite, on a fait des essais in vitro d'abord, comme toute recherche qui se respecte dans ce domaine. Et les premiers résultats étaient assez époustouflants puisque très vite, on a vu que sur 80% des lignées testées, on avait une efficacité directe. Une efficacité, j'entends par là, elle tuait les cellules cancéreuses de façon assez rapidement, donc en quelques heures de traitement. Et c'est là où nous avons pris la décision de racheter les brevets historiques à l'INSERM, au CNRS, donc en contactant le FIST qui gère c'est l'organe de valorisation des brevets académiques en France. Et donc, nous avons pu les acquérir après quelques temps de négociation à partir de 2014 ou 2015, je crois. Donc, c'est là aussi où nous avons contacté. J'ai pris mon bâton de pèlerin et aller à la recherche d'investisseurs puisque c'est quelque chose qui coûte assez cher, le développement pharmaceutique. Et en 2013, donc, ma route a croisé celui de Jacques Simonet avec Xeris. Et il a été séduit et petit à petit, son board aussi a été séduit. Je parle là de Pierre Lesourd qui était déjà dans le board de Xeris, des fonds Xeris. Nous avons donc signé un premier deal avec eux en 2013, puis levé successivement les fonds nécessaires à notre fonctionnement. Alors, le principe de levée de fonds avec Xeris, c'est que nous essayons de prévoir nos besoins pour un an et demi, et eux essayent de prévoir les levées de fonds en conséquence pour pas qu'il y ait de rupture de cash et de rupture dans les levées vis-à-vis des investisseurs qu'ils représentent et vis-à-vis de nous
qui ne devront pas souffrir d'un manque de trésorerie. Donc, nous continuons avec Xiris et Jacques Simonet, donc le président de Xiris Venture, à travailler depuis 2013, fin 2013, où ils ont commencé à nous soutenir financièrement. Aujourd'hui, le développement de DIMAT, ou ABD 3001, comme on peut le lire dans les communiqués de presse ou publications, nous avons fait nos preuves de concept in vitro, les preuves de concept in vivo, validé les méthodes de mesure, les méthodes d'analyse. Nous avons fait des modèles in vivo, bien entendu. Nous avons été assez timide pour ne pas communiquer trop précocement sur le plan des médias un peu général, un peu qui touche un peu tout le monde, mais nous avons commencé à divulguer les résultats, à parler de notre recherche et de nos travaux à partir de 2016 avec une première publication dans Blood Cancer Journal, et notamment les résultats concernant la leucémie aiguë myéloïde. Avant, pourquoi pas, parce que c'était une décision collégiale que nous avions prise pour ne pas tirer trop vite sur ce que nous pouvions faire avec le DIMAT, mais aussi pour des raisons de propriété intellectuelle. Il fallait absolument que l'IP soit consolidé, soit solide, et sur aussi notre compréhension du mécanisme d'action qui n'était pas celle qu'elle était en 2013. Et aujourd'hui, nous avons élucidé un peu le mécanisme d'action, compris pourquoi ça marche, même pourquoi ça ne marche pas, en essayant de répondre là où, sur les cellules ou les lignées ou les modèles où ça ne marchait pas, pourquoi ça ne marche pas, et de contrecarrer ça avec des combinaisons de traitements pour rendre efficace là où le DIMAT n'était pas efficace à premier abord. Donc, les résultats sur la leucémie aiguë myéloïde ont commencé à apparaître en 2016 et on a continué puisqu'on travaillait depuis maintenant 5-6 ans avec la Conception à Marseille, l'hôpital La Conception à Marseille, et le professeur Régis Costello qui nous suit, qui est à nos côtés depuis 2015. Grâce à notre collaboration avec les hôpitaux de Marseille, nous avons pu, et notre collaboration avec professeur Costello, nous avons pu obtenir des échantillons de patients qu'il avait, et donc et on a pu avoir l'opportunité de tester notre drogue et nos backups, certains backups sur des échantillons de patients qui nous ont aussi servi pour faire des modèles avatars chez la souris qui est un peu plus proche de la réalité que les modèles faits avec des lignées de cellules assez homogènes, très homogènes. Donc, on a avancé comme ça nos pions petit à petit. On n'a pas oublié pour autant les tumeurs solides. On a pu faire des belles preuves de concept sur le mélanome, tout en essayant d'élucider encore plus son mécanisme d'action. Et aussi, très récemment, donc publié dans Oncogene, sur les modèles de cancer de poumon non à petites cellules. Là aussi, de très belles expériences, une très belle publication. Donc, c'est vrai, la leucémie aiguë myéloïde, c'est un peu notre indication sur laquelle on est focus et indication phare, on va dire, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur la lame depuis qu'on travaille avec Marseille, Régis Costello et les résultats que nous avons. Mais les indications tumeurs solides sont aussi des indications sur lesquelles nous irons probablement un jour. Mais ce n'est pas la priorité pour le moment. Parfait. Alors, vous avez traversé, comme toutes les biotech qui sont passées dans nos conférences, la crise Covid. On en sort pas tout à fait, parce que maintenant, il faut organiser le retour et le redémarrage pour beaucoup, et ça peut être compliqué. Mais comment est-ce que vous avez vécu cette crise? Est-ce qu'elle a affecté votre feuille de route, votre feuille de business, votre business plan ou pas? Oui, plus ou moins, puisque on a tous pris une claque, je pense, comme beaucoup de chefs d'entreprise et d'entreprises et de biotech. On a pris une claque le 15-16 mars dernier
et le confinement nous est un peu venu brutalement. Donc, on n'a pas voulu prendre de risques et on a privilégié le télétravail pour toutes les personnes qui pouvaient. Et il s'agissait de 100% des personnes, sauf, oui, 100% des personnes ont commencé par du télétravail, puisque, y compris nos ingénieurs, même si on n'a pas accès à nos laboratoires, je dis nos laboratoires puisqu'on est à Lyon et aussi à Marseille dans une unité INSERM, dans une plateforme INSERM. On a 2 collaborateurs, ingénieurs de recherche, travaillent sur cette plateforme à l'université d'Aix-Marseille. Nous avons privilégié le télétravail et pour toutes les personnes, les chercheurs notamment, c'était de l'analyse de données et programmation de nouvelles expérimentations à venir, donc quand le confinement serait terminé. Malheureusement, le confinement a duré plus que prévu pour nous, par nous en tout cas, et nous avons été obligés d'utiliser en partie le chômage partiel pour 3 personnes. Et donc, mais pour la majorité, c'était quand même le télétravail qui a dominé jusqu'au 11 mai, pardon, où on a repris progressivement. On a quand même suivi les recommandations pour certains postes qui pouvaient faire du télétravail, toujours le télétravail, comme le poste financier, le poste le mien, par exemple, où je peux suivre les avancées et gérer ce que je dois faire depuis chez moi, où j'ai un peu installé un bureau ici. Donc, c'est toujours possible. Dans cette crise sanitaire, tout n'est pas perdu puisqu'on a du coup interrompu la R&D en interne, mais cela dit, les CRO avec qui nous travaillons, et notamment dans la préclinique, dans la façon d'affiner tous les programmes pour affiner un petit peu nos mesures, nos calculs, nos validations, n'ont pas été aussi arrêtés que nous. Ils ont pu continuer notamment les études précliniques, les études d'optimisation de formulation. Donc, tout n'a pas été à zéro, donc réduit à zéro ou freiné. Donc, on a pu avancer avec les CRO qui, soit en France, soit répartis en Europe, ont pu continuer. Donc, on a pris 3 mois de retard, on va dire, sur la R&D et décalé un petit peu notre calendrier pour les études préliminaires, puisque nous avons fait les études préliminaires chez l'animal. Nous avions fait déjà ces études préliminaires, mais les études réglementaires ont été décalées à la fin de l'année 2020 ou début 2021. Donc, on peut parler de ça comme léger décalage dans le temps de notre programme préclinique. Mais alors, vous avez un modèle particulier parce que vous avez un financier, un VC, c'est Xeris, on l'a dit au départ. Au stade où vous en êtes, beaucoup de biotech ont plusieurs, ont souvent des petits syndicats qui fonctionnent. Comment ça se passe avec Xeris? D'abord, quels sont les rapports? C'est un VC un fonds assez orienté. On le retrouve notamment dans des sociétés comme Alsprotec, oui, dans le système nerveux central, c'est Alzheimer. Comment sont vos relations? Comment est-ce qu'ils vous soutiennent? Comment est-ce qu'ils vous suivent? Ils nous suivent depuis le début, d'abord par Pierre Lesault, qui est aussi dans mon board et dans le board de Xeris, des fonds Xeris. C'est vraiment l'intermédiaire entre Advanced Biodesign et Xeris, puisque d'une part, il a une grande expérience dans le domaine pharmaceutique et le développement pharmaceutique, de par son passé chez Bristol Myers Squibb et aussi en tant que président du LEM dans le passé. Donc, il a des conseils toujours très avisés et on s'appelle quasiment tous les jours, si ce n'est tous les 2 jours, pour parler de stratégie, pour valider notre stratégie de développement pharmaceutique, pour parler de communication, pour parler d'IP, pour faire le point sur tous ces sujets assez chauds. Mais aussi, on prépare en amont les réunions stratégiques pour parler aux investisseurs ensemble. Et le moment venu, on essaye d'être prêt pour présenter la société aux investisseurs avec, comme d'habitude, un peu de corporate, les avancées, les besoins,
là où on va aussi comme stratégie. Donc, nous avons comme ambition, certes, de commencer notre étude une première chez l'homme en 2021. Donc, nous l'espérons toujours faire en 2021. Nous avons cependant décalé un peu le calendrier pour soumettre aux autorités. On avait l'intention de le soumettre cette année, à la fin de l'année. Donc ça a été décalé malheureusement. Mais je pense que tout le monde comprendra à cause de cette crise et de ce qu'on a vécu. Vaut mieux ne pas se précipiter et faire les choses un peu dans l'ordre. Nous sommes assez bien suivis par des conseils, notamment Voisin Consulting, qui nous suit aussi depuis longtemps. Je remercie la présence à mes côtés de Emmanuel Voisin et de son équipe aussi, qui ont aussi des conseils parfois très, très avisés. C'est donc l'année prochaine qu'on pense soumettre aux autorités notre brochure d'investigation et nos dossiers réglementaires. Nous pensons quand même démarrer en 2021 l'étude dans la LAM, comme les études de sécurité dans la LAM. Et pour suivre, nous avons l'intention de faire nous-mêmes la phase 1 et la phase 2, l'efficacité aussi par nous-mêmes, dans la LAM. C'est sûr, on a aussi des preuves de concept dans des tumeurs solides comme le mélanome ou le cancer du poumon non à petites cellules, voire d'autres aussi à venir. Mais il est difficile pour l'instant de ne pas se concentrer uniquement que sur une indication et la LAM. Pourquoi? Parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. Advanced Biodesign, c'est une biotech assez récente et avec une première molécule dans un domaine comme celle-ci, il faut quand même montrer qu'elle est sécure, elle est tolérée, bien tolérée par l'homme. On a beau faire des modèles in vivo, tant qu'on n'a pas essayé chez l'homme et qu'on n'a pas les retours du patient, on ne sait pas vraiment, on n'est jamais sûr à 100% qu'elle va être satisfaisante. Donc, on a beaucoup d'espoir et d'attente de notre produit, mais on a quand même la crainte de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, on y va petit à petit. Donc, il faut déjà être crédible et montrer que ça marche dans une indication. Ensuite, nous sommes convaincus que les portes s'ouvriront et que nous aurons plus d'opportunités de faire d'autres indications, notamment les tumeurs solides dont je vous ai parlé. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit l'avenir assez proche, quand même. Et l'avenir un peu plus lointain, c'est pas si lointain que ça, c'est 2025. Vous êtes toujours en train de viser une ATU dans la LAM pour cette ça va dépendre forcément de la phase 2. Si les retours de patients, si les patients répondent bien au traitement par l'audimat et par notre technologie, notre produit, c'est sûr que la LAM, c'est une maladie orpheline. Il y a suffisamment de patients dans le monde. On parle de 35 000 patients dans le monde chaque année. Et les nouveaux candidats dans cette pathologie ne sont pas toutes fraîches, puisqu'on est toujours dans les mêmes types de traitements depuis une trentaine d'années. Ça s'est assez peu rénové dans cette indication. Les nouvelles immunothérapies et tout ne concernent pas encore la LAM, et nous sommes convaincus que en tant que thérapie ciblée avec le DIMAT, nous avons toutes de bonnes raisons de croire qu'on va être assez efficace dans cette indication. Donc on est très très positif à ce sujet. Parfait, merci pour cette première partie et ces premières réponses. Nous arrivons, il est 19h21, donc il nous reste 20 minutes d'échange avec nos participants nombreux. Qui veut poser la première question? Toujours la même et toujours la plus compliquée. Alors, pour le moment, il n'y en a pas, mais elles vont venir, j'en suis sûr. On parle de compétition, vous venez de le dire, il n'y a pas vraiment de nouveaux produits depuis 30 ans sur le secteur. Mais quand même, il y a forcément quelques compétiteurs qui essayent d'approcher avec d'autres pistes. Comment vous les
vous les identifiez et que font-ils? C'est ceux à qui vous faites attention, que vous surveillez. Effectivement, il y a comme on fait attention en fait à plusieurs choses. Déjà, le fait que dans la lame, on a fait un peu le tour des chimiothérapies. On fait attention aux combinaisons comme le venetoclax qui sont toujours à l'essai et ont une partie des leucémies aiguës myéloïdes. On fait attention à eux. Il se peut que quand on sera en phase 2, il n'est pas impossible que nous ayons à les rencontrer ou à penser au venetoclax comme traitement en combinaison avec notre traitement. Comme c'est un peu dans l'apoptose et inhibiteur de BCL2, donc dans le même schéma d'application et induction d'apoptose, pourquoi il n'y aurait pas de rationnel assez positif à essayer les deux types de traitements. Donc, les combinaisons à ce jour sont en cours d'étude chez nous, dans les modèles in vivo que nous avons. Les chimiothérapies que l'on connaît à ce jour, certains, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait depuis assez longtemps avec les hôpitaux de Marseille et que on a vu et observé et publié ces résultats que certaines chimiothérapies, les patients résistants aux chimiothérapies avaient quelque chose un marqueur qui ressortait, c'est l'ALDH, notre cible. Plus il y a de l'ALDH actif dans les cellules des patients, plus la résistance se fait ressentir. Donc, c'est résistant parce qu'il y a aussi beaucoup d'ALDH et l'ALDH est l'enzyme clé qui détoxifie les aldéhydes toxiques dans les cellules. Et quand on parle de cellules cancéreuses, il y a beaucoup d'aldéhydes toxiques. Donc, certaines chimiothérapies induisent des aldéhydes et si elles sont détruites, donc la cellule résiste au traitement. Et donc, on a vu, nous, par exemple, que dans les premières, deuxième lignes de traitement, les patients qui résistaient au traitement par les chimiothérapies actuelles avaient encore plus une activité ALDH importante. Et quand on arrivait, admettons qu'on est en troisième ligne de traitement, avec notre traitement par le DMAT, on est encore plus efficace parce que les niveaux d'ALDH dans les cellules et les ROS dans les cellules sont deviennent très importantes. Et notre but, c'est en inhibant les aldéhydes déshydrogénases qui sont là pour traiter ces aldéhydes toxiques, en inhibant les aldéhydes déshydrogénases, c'est d'augmenter encore plus les aldéhydes dans les cellules et les ROS dans les cellules à une limite de non-retour qui déclenche l'apoptose, leur apoptose. Donc, plus dans la cellule on va avoir des ROS et des aldéhydes toxiques, plus l'efficacité du DMAT va être plus efficace, plus efficace et redoutable pour les cellules cancéreuses et les patients qui souffrent de rechute, etc. Le deuxième point, c'est que on a vu que les aldéhydes déshydrogénases étaient très importants aussi dans les cellules souches cancéreuses. Un autre point très important qui est à l'origine de rechute chez les patients, quand on n'arrive pas à tuer les cellules souches qui se reproduisent très lentement ou pas du tout, quand elles se reproduisent que quand ils ont les signaux de reproduction, de prolifération, ces cellules souches, notamment hématopoïétiques. Donc, on arrive à tuer ces cellules souches hématopoïétiques par notre traitement et le fait que les chimiothérapies n'arrivent pas à tuer les cellules souches parce qu'elles touchent l'ADN, elles touchent les cytoplasmes, les microtubules, ce sont des agents bloquants de la prolifération uniquement, mais elles touchent toutes les cellules, sauf les cellules qui ne se divisent pas ou très peu. Donc, en faisant des combinaisons très intéressantes avec les chimiothérapies existantes, on devrait pouvoir toucher une population plus importante de patients atteints de leucémie aiguë myéloïde par la suite. Donc, ce sont les chimiothérapies actuelles qui seront demain peut-être les associations de traitement possibles qui amélioreront d'une part, là où le DMAT tout seul ne serait peut-être moins efficace, donc on pense bien sûr à ces partenaires
Donc aujourd'hui, il y a plus d'une pharma qui sont à l'origine de ces chimiothérapies. Donc, à contacter peut-être, faire des traitements en combinaison avec ces agents chimiothérapeutiques, peut-être avec le venetoclax dans le futur, dans la phase 2, déjà de démontrer l'efficacité conjointe, les synergies possibles. Aujourd'hui, nous avons assez bien caractérisé les agents chimiothérapeutiques et les thérapies qui pouvaient être en synergie avec notre traitement, avec le DMAT. Enfin, alors, on parle d'une phase 1 hein, avec un besoin de 15 millions d'euros pour votre phase 1. Il y a deux questions sous-jacentes. Le roadshow a été lancé, la levée de fonds a été lancée. Comment ça se passe, le cas échéant? Et puis, il y a une question qui peut être intéressante, c'est quel est le profil type de patient que vous allez rechercher, comment vous allez designer cette étude pour la suite? D'abord, pour les besoins de levée de fonds. Nous avons signé le deal, comme on a communiqué récemment, un deal avec Xiris, nos fonds historiques, pour nos besoins jusqu'à la fin de l'année. La raison pour laquelle je pense que jusqu'à la fin de l'année, c'est aussi ce deal de 9 millions d'euros valait jusqu'à la fin de l'année avant la crise sanitaire. Mais le calendrier étant déplacé, je pense qu'on va légèrement repousser aussi le délai de fin de cette levée de fonds jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, certainement. Mais ensuite, nous ferons un autre deal où les besoins pour la phase 1 et la phase 2 seront réunis. Alors, pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt? C'est uniquement parce que nous pensons que la fin de la phase préclinique était un tournant clé important pour une biotech comme nous et que le besoin d'une valorisation de notre société soit intéressante à faire à ce moment-là et on repartirait alors avec un deal en se basant sur une nouvelle valorisation. Donc, comme vous savez, les levées de fonds se basent sur les besoins, certes, mais aussi d'une valeur qu'on donne à l'action ABD, au titre ABD qui est en face. Donc, et ça passe au travers des cabinets indépendants qui vous jugent et qui vous estime quoi, qui vous met une valeur en face. Donc ça passe par l'analyse de vos données, de vos résultats. Et la dernière fois que nous avons fait appel à ce type de cabinet, c'était en 2018 et le Boston Consulting Group qui nous a évalué notre stratégie, évalué nos résultats sur les différentes indications. Et c'est en se basant sur cette valorisation que nous avions signé le deal avec Xiris. On en refera d'autres et le prochain, c'est une mise à jour de la valorisation après la phase préclinique, quand on aura soumis nos documents, nos dossiers aux autorités françaises pour commencer. Pour évaluer et préparer les besoins à lever pour les phases cliniques à venir. Donc, c'est ça d'abord qui a été nous a guidé un petit peu. Maintenant, le profil type pour le prochain, enfin pour la phase 1 de sécurité, on va aller chercher les patients réfractaires relapse dans la leucémie aiguë myéloïde. Ce sont les patients qui sont en rechute après une première, deuxième ligne de traitement qui a été inefficace. Et il faut savoir que après une deuxième ligne de traitement inefficace, il y a certainement une troisième, mais en général, sur ces patients-là, il y a 30% encore d'échecs thérapeutiques et à 5 ans, la survie est de 20% seulement. Donc, on peut très vite, malheureusement, il y a suffisamment de patients, on espère qu'en tout cas, qu'on n'aura pas de problème avec Marseille. Si ce n'est pas Marseille, c'est toujours avec Costello, le professeur Costello, qu'on va faire cette première chez l'homme, mais d'autres centres ont aussi répondu présent pour compléter les besoins si c'était le cas avec Lyon ou les hôpitaux de Paris à Saint-Louis. Donc, on va chercher les patients leucémie aiguë myéloïde réfractaires relapse, mais aussi les patients myélodysplasiques, syndrome MSD, qui ont que très peu de différence avec
la lame, il s'agit d'un pourcentage de blast dans le sang qui fait que vous êtes myélodysplasique syndrome ou bien leucémie aiguë myéloïde. Donc, ce sont des patients âgés pour lesquels il n'y a pas de traitement de fond avec une dose importante de chimiothérapie qui sont très vite dans la lame et il n'y a pas trop de traitement alternatif pour eux. Donc, eux aussi seront les patients recrutés, éligibles pour le recrutement. Très bien. Est-ce qu'il y a une question de nos participants? Ou est-ce que je continue? Ah, voilà, une question qui arrive. Bonsoir Jacques Bernard, bonsoir Ismaël. Bonsoir. J'ai une question, bonsoir. J'aurais une question sur vos essais précliniques. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu plus vos essais précliniques et vos résultats? Merci beaucoup. Je vous en prie. Les essais précliniques, d'abord il y a les réglementaires. Donc on n'a pas le choix, il faut faire les essais précliniques réglementaires. Là, ça se passe dans deux espèces chez le rongeur, en ce qui nous concerne, chez le rongeur et le chien. Pourquoi ces espèces? Parce que le chien est, du point de vue métabolisme du DMAT, c'est le chien qui était le plus proche du métabolisme du DMAT en comparant in vivo sur des cellules humaines, sur des cellules de chiens, sur des cellules de macaques, sur des cellules du mini-cochon. C'est le chien qui était le plus proche et aussi du point de vue éthique, nous n'avions pas le choix que de le prendre. Maintenant, les études préliminaires, ça consiste en quoi? Ça consiste à déterminer chez ces deux espèces la maximale tolerated dose, la MTD. Il faut monter dose après dose jusqu'à un maximum toléré et définir cette dose maximale chez l'animal. Et on s'arrête dès qu'on commence à avoir des effets adverses chez ces deux espèces. Et pour ce qui nous concerne, les études préliminaires ont été faites donc jusqu'à ce jour. Les études préliminaires, c'est les études qu'on fait en ne sachant pas jusqu'où on va aller, si on a bien les intervalles de dose qui vont correspondre et qui incluent la dose efficace estimée chez ces espèces. Et donc, en ce qui nous concerne, oui, la dose estimée, elle est admettons, il y a un facteur entre 1 et 10 entre la dose estimée efficace et la dose estimée maximale tolérée. Donc, il y a une fenêtre de tir à prendre dans ces deux espèces. Maintenant, ce sont des espèces qui sont c'est des modèles sains. On fait ces études préliminaires sur les modèles sains. Et donc, la même chose doit être répétée en réglementaire. Et la différence entre le préliminaire et le réglementaire, c'est que le réglementaire, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre puisqu'il faut faire toutes ces études dans les conditions de bonne pratique de laboratoire et donc un peu plus poussé en termes de contrôle et de réglementation. Ça reste à faire. On a délimité les doses à faire en préliminaire pour la dose dans le réglementaire et c'est aussi des doses, des essais qui vont nous déterminer la première dose à utiliser chez l'homme puisqu'on ne sait pas a priori à partir de quelle dose on doit commencer nos études chez l'homme et ces études précliniques vont nous permettre de dire de façon méthodique quelle dose à partir de laquelle on va commencer chez l'homme. Les études précliniques aussi, il s'agit aussi des études précliniques chez l'animal, modèle de l'indication que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons fait plusieurs centaines, on est né à plus de 400 lignées de cellules tumorales différentes en balayant quasiment tous les types de cancers existants. On a été efficace, comme je vous disais, dans 80% des cas directement ou dans les 15-20% restants avec des combinaisons de traitements avec tout ce que je vous ai dit dans les chimiothérapies ou des anticorps thérapies, etc. Maintenant, les modèles in vivo, c'est très important aussi. Donc, on a fait des avatars avec des études, les cellules de patients de Régis Costello chez la souris. On a fait des modèles avec les lignées de cellules tumorales en sous-cutané. Pour notre publication cancer du poumon non à petites cellules, on a fait des modèles
qu'on appelle orthotopiques, donc au niveau du poumon de l'animal, et où on a fait de très belles expériences où on voit clairement qu'un traitement de 3-4 semaines suffit pour réduire, voire rendre invisible les cellules tumorales dans les poumons de l'animal. Donc ça, c'est des modèles vraiment qui montrent l'efficacité du DMAT et de notre produit. Chez le modèle de poumon, on a dû faire peut-être une vingtaine de modèles in vivo. On a fait des modèles de mélanome qui nous ont permis de comprendre comment ça marchait aussi. Le mécanisme d'action a été élucidé grâce à ces modèles et grâce aux modèles in vitro. Et d'autres modèles dans l'ostéosarcome aussi, qui ont été faits ou dans le chondrome, mais ce sont des modèles sur lesquels nous allons venir plus tard et communiquer plus tard quand les résultats seront terminés. Les études seront terminées. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Harry pour cette question. Il nous reste quelques minutes. Oui, désolé, j'ai encore une question. Merci pour toutes ces précisions, Ismaël. C'était vraiment très instructif. J'aurais une question, cette fois-ci, je dirais plus pour les étudiants qui vont certainement réécouter la vidéo en replay. Quelle a été la facture pour tous ces essais précliniques pour qu'on se rende bien compte un peu du coût du développement pharmaceutique? Merci beaucoup. La facture. Alors, si c'était aussi simple, si on pouvait terminer les études précliniques en une seule fois, je dirais que ça coûte tant, mais il y a toujours des ajustements à faire. On commence une étude et on s'aperçoit que on n'est pas tout à fait dans les ranges de concentration qu'il faut utiliser. Donc, on recommence certaines études, mais globalement, il faut quand même compter entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour les études préliminaires et les études réglementaires sur 2 espèces pour un seul produit. Donc, je pense que c'est à peu près ça chez nous, environ 2 millions d'euros jusqu'à maintenant. Jusqu'à la fin, en tout cas, qu'on a prévu pour ces phases-là précliniques uniquement. Mais bien entendu, sur les années passées, quand je vous parle de modèles in vivo, de modèles in vitro, tout ça, ça a un autre coût aussi associé. Le modèle sur le cancer de poumon nous a quand même pris 2 ans d'études complètes. Il faut valider chaque point, chaque dose et obtenir suffisamment d'animaux pour pouvoir les traiter par la suite. Ce sont des études qui demandent beaucoup de temps et donc le temps, c'est en face bien sûr des hommes qui travaillent, des laboratoires ou des plateformes à entretenir et c'est ça qui coûte énormément. Je ne saurais vous dire exactement combien toutes ces études ont coûté, mais si on prend depuis le début le montant levé avec nos fonds, en comprenant un peu de tout, parce qu'il y a aussi la production du principe actif, ça se fait par échelle, le travail sur le scale-up, la formulation, la production de cette formulation sur des échelles importantes. Aujourd'hui, nous avons, depuis notre création, dépensé pas loin de 10 millions d'euros en tout. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Justement, à propos le prix, il y a une autre question qui peut être intéressante et qui peut passionner d'autres CEO. Vous avez annoncé que vous étiez dans un ordre de grandeur équivalent à celui d'une chimiothérapie sur la vente du produit. On est dans la lame toujours entre 30 et 60 KE. Comment est-ce qu'on forme un prix comme ça? C'est moi, déjà, c'est pas moi, mais c'est l'étude du Boston Consulting Group qui s'est basée sur ce qui existait comme assez proche, puisque avec le DMAT, ils ont fait, eux, une étude auprès des Key Opinion Leaders, et ces Key Opinion Leaders étaient très intéressés par l'approche que nous avions, assez innovante dans son mécanisme d'action, puisqu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché pour traiter le cancer.
Donc, nous serons une first-in-class molécule dans le domaine du cancer. Et la première fois que la LDH, et principalement la LDH isoforme 1 et 3, inhibée pour traiter les cancers, et notamment les cancers résistants. Et donc, le prix, il se base sur le nombre, la durée du traitement, la façon dont on le synthétise. C'est une molécule de synthèse, donc à la base. Et aujourd'hui, on synthétise notre actif au kilo. Donc, c'est une belle société française qui y travaille depuis 5 ans déjà. Et puis, la formulation, ensuite, qui prépare donc le drug product à l'administration chez l'homme. Donc, c'est par des comparaisons avec les chimiothérapies existantes, la facilité ou la difficulté avec laquelle elles se synthétisent et la durée du traitement, combien de traitements on doit administrer. Pour l'instant, on s'est basé sur les modèles in vivo, bien évidemment, sur quoi d'autres on pourrait se baser. Et donc, sur les modèles in vivo, il s'agit et pareil, on a programmé notre synopsis de First in Human en fonction, et c'est un traitement qui va durer 1 mois avec un traitement par semaine, une administration par semaine, et on aura donc, on verra si on atteint le but de la première phase, c'est bien la tolérance, donc en augmentant les doses successivement, on espère atteindre un seuil qui sera suffisant pour couvrir la dose estimée, mais la dose estimée efficace, mais aussi pour ne pas déclencher des syndromes ou des symptômes très graves chez le patient. Donc, le but du jeu, c'est pas d'atteindre la dose maximale qui ne sera pas tolérée, mais juste de s'arrêter avant. Donc, pour le patient, il ne s'agit pas de le perdre en faisant ses essais, mais de ne pas déclencher des symptômes qu'on a vus auparavant chez l'animal, mais qu'on estime qu'elles pourraient apparaître chez l'homme avec ces doses-là. Donc, tout le calcul reste à déterminer avec les méthodologistes et les mathématiciens. Donc là, c'est par comparaison, je dirais. La méthode pour fixer le prix, c'est par comparaison, mais plus on va avancer et dans le timing chez l'homme et dans les résultats de tolérance chez l'homme et en efficacité chez l'homme, pour savoir, avec telle quantité de principes actifs, telle quantité de drogue product, on va pouvoir traiter en un seul lot fabriqué combien de patients, et puis ce lot fabriqué va coûter un prix, et donc on va se baser là-dessus. Mais pour l'instant, comme vous l'avez dit, entre 40 et 75 000, vous avez dit, ils ont estimé ça. C'est du simple au double, donc ça pourrait être très bien proche de 40, voire peut-être même en dessous, ou dans ces ranges-là qu'ils ont estimés. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien on va fixer ou qui va fixer ce prix-là. C'est pas la question prioritaire pour moi, j'avoue. Bien, il est 19h45 et on va pas se quitter quand même sans avoir parlé un peu de ce consortium à empathie, parce que c'est une signature récente. Il faut que vous nous parliez, disiez un peu de quoi il retourne. Ce consortium va servir à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est toujours dans l'objectif de mieux connaître notre actif et notre cible. Empathie, c'est l'acronyme de Enhanceropathies. Et les enhancers sont des régions de l'ADN qui sont stimulantes ou inhibitrices des régions promoteurs de gènes. Et donc, ces régions-là sont de plus en plus étudiées par la communauté scientifique. Et on sait que ces régions-là peuvent être à côté ou très loin éloignées du gène pour lequel elles ont un contrôle. Et maintenant, la communauté scientifique pense que ces gènes-là, les enhancers ces régions codantes ont un rôle de plus en plus important dans la régulation des gènes exprimés ou pas exprimés. Nous souhaiterions savoir, nous avons été sélectionnés dans ce consortium et le leader est l'INSERM à Marseille, professeur Speuglia. Et nous avons comme objectif, à l'intérieur de ce consortium, d'approfondir nos connaissances dans les gènes de régulation de notre cible, les gènes de régulation des ALDH, des aldéhydes déshydrogénases, comment ces gènes sont régulés au travers l'étude de ces régions enhancers.
Donc, on connaît assez mal au niveau la régulation des gènes des ALDH, mais on sait qu'elles sont très présentes dans les cellules tumorales. Elles peuvent représenter des marqueurs de cellules tumorales. Elles sont associées à la progression, au pronostic des cancers, au diagnostic même de certains cancers. Mais c'est très important d'en savoir plus. Et toute l'étude qu'on va démarrer en septembre, là, actuellement, on est en train de recruter l'étudiante qui va faire une thèse donc, à ce sujet pendant 3 ans. Et à nos côtés, donc, elle va étudier les gènes de régulation des ALDH à nos côtés, mais aussi va tourner d'un partenaire à l'autre pour approfondir ses connaissances à elle. Et avec nous, donc, les connaissances dans les gènes de régulation de l'ALDH. Donc, ça va de pair avec ce qu'on fait et de consolider un petit peu nos connaissances pour peut-être, dans 10 ans, hein, ces études sont fondamentaux. Donc, ces études vont nous permettre peut-être dans 10 ans d'imaginer une autre forme de thérapie qui va directement cibler les gènes. Donc, on ne sait pas encore. Eh bien, Ismaël, merci beaucoup pour cette intervention. Il est 19h48. Merci à tous d'être venus nous rejoindre. Alors, juste pour finir, si vous voulez retrouver les nouvelles sur Advanced Biodesign, vous les trouvez dans Biotech Finance, mon petit papier. Donc, il y a un numéro qui est sorti où on avait fait une belle page sur Advanced. Par ailleurs, je vous signale que demain, je fais toujours l'annonce de la conférence du lendemain. Nous avons avec nous Lise Santoro, qui était MedTech, qui était la CEO de ManiSense, qui a aussi été à l'origine, qui a beaucoup travaillé sur le statut de la JEI, puisqu'elle était au ministère avec Claudie Niéré. À l'époque, ça remonte à 2003 environ. Ensuite, eh bien, vendredi, nous publions le numéro 903 de Biotech Finance, avec une qui sera intéressante parce que c'est l'arrivée de Takeda Venture. Takeda Venture, c'est la branche financière de Takeda qui arrive en France pour la première fois, qui va vous intéresser, Ismaël, Ismaël, parce qu'elle investit dans l'oncologie, c'est une des cibles de Takeda Venture, et puis une enquête sur les ARN qui connaissent un fort développement, donc on a une double page d'enquête sur ce sujet-là. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir, merci Ismaël encore, et puis à demain peut-être, si vous êtes là avec nous. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir.